Bonsoir à tous, vous êtes sur les antennes de la télévision nationale, c'est l'heure de votre émission Grand Angle, l'actualité vue et analysée sous tous ses angles. Dans sa dernière adresse à la nation, le président de la République élu a tendu une main franche à toutes les forces sociopolitiques du pays. La Guinée a désormais besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour servir avec rigueur. Cette main tendue rassure-t-elle la classe politique qui se dessine au lendemain de ces présidentielles? Comment tout cela est perçu au sein des leaders politiques? Nous avons comme invité un candidat aux dernières élections. Il s'agit du président du RRD, entendez, Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Il s'agit d'Abdoulaye Kourouma. Il est déjà dans nos murs ou en route, en tout cas proche peut-être. Il sera là dans la deuxième partie de l'émission. Vous l'entendrez dans cette émission. Pour notre focus, nous nous intéressons à la qualité de l'accueil dans nos structures sanitaires, la prise en charge rapide ou tout simplement l'attention du personnel soignant permet aux patients de garder espoir et de se sentir bien même quand tout va mal. Nos chroniqueurs ont fait un petit tour dans nos différentes structures sanitaires, notamment de la capitale. Vous les entendrez, quel est leur constat sur le terrain. Vous pourrez donc aussi interagir avec nous. Réagir, commenter l'actualité au 627 53 09 99. Une petite nouveauté, ceux qui veulent nous écrire sur WhatsApp, on me fait signe que donc, nos compatriotes aussi qui ne sont pas souvent en Guinée, c'est pas facile d'écrire de loin, ça coûte cher parfois. Donc vous pouvez nous écrire et on relayera vos messages ici sur WhatsApp au 627 53 09 99. 627 53 09 99. Avec moi, Alimou Soare qui va se charger de relayer ces messages. Bonsoir Alimou. Bonsoir Mamadou Alpha, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Marie-Angélique Bangoura, bienvenue. Bon retour, on m'a invité. Merci. Bonsoir Alpha, bonsoir à nos chers téléspectateurs, bonsoir aux populations de Bonfi, le marché qui est très propre, bien déguerpi. On peut traverser le Niger pour l'autoroute sans même bousculer quelqu'un, donc ça fait plaisir et c'est très beau. Ça aide toutes ces femmes qui vont marcher, même d'autres personnes pour aller à l'école parce qu'il y a le collège Bonfi et d'autres riverains. Donc voilà, bon courage pour l'initiative. Je pense qu'on aura... on a envie de dire bonne continuation même parce que ça continue. Hein. Ouais, bonne continuation, voilà. On espère que ça ira très loin. Et ça il y en a qui n'étaient pas d'accord avec... qui ne veulent pas avoir notre capitale propre, bien assainie et ils sont tous... Un peu de discipline, ça fait pas mal. Mais pas du tout. Hein. Ça fait qu'on est bonsoir. Bonsoir Alpha, bonsoir à tous. Un grand bonsoir à tous ces motards. Très, je ne veux pas dire indisciplinés, mais qui ne respectent pas très souvent les codes de la route. Et il y en a qui s'appuient quand on voit un motard fauché par un véhicule, on dit non. Mais souvent, ils ne font pas attention. Ils peuvent sortir devant toi, ils peuvent tourner, ils peuvent se garer n'importe où. Quand aujourd'hui tu sors de chez toi et tu y rentres le soir, dis Alhamdulillah. Franchement, que tu provoques ou pas, il y a un usager, un motard ou je ne sais pas qui viendra peut-être te provoquer et tout. Quand on rentre le matin, on sort le matin, on rentre le soir chez soi, disons Dieu merci. Mais les motards à Conakry, c'est autre chose. Franchement, c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui C'est pour ça qu'il faut se fidéliser. Qui a prévu de remettre un peu dans les eaux troubles de Grand Angle. L'eau est propre pour l'instant. Idrissa Cissé, bonsoir. En fait, les téléspectateurs qui nous suivent vont se poser la question, mais pourquoi Alpha n'a pas commencé le bonsoir par son ami Parce que je savais que vous avez promis un bonsoir très particulier quand vous le dites souvent. Non, peut-être que je vais te surprendre aujourd'hui. J'étais l'invité d'honneur de la police à Anko 5 pour assister au lancement du dégarbissement du rond-point Anko 5 qui traverse un peu le marché pour ceux qui connaissent un peu la zone. Ça se passe très bien, oui, pas très bien pour les personnes qu'on est en train de déguerpir et tout, les encombrants physiques. Mais au niveau de la police et des autres corps qui les accompagnent, l'opération se déroule bien. Et hier, on le disait sur ce plateau, l'autre nouvelle, peut-être que vous ne savez pas autour de la table, l'opération va se poursuivre au niveau de Koya et à Dubreka. Le Grand Conakry, c'était attendu. On a dit qu'on ne peut pas faire Conakry et laisser Dubreka. Non, mais pas du tout. Koya, c'est voilà, les principales. C'est la rentrée. Je compte bien me rendre la capitale. À Dubreka pour voir ce qu'il a sur kilomètre 5. Plutôt, revenez une semaine après à Anko 5 ou un mois après, vous serez certainement là pour nous dire qu'est-ce qu'il en est de ce côté. Le lancement, c'est bien, il faudrait bien cette année. Non, mais je pense que c'est... Tout le monde a envie de suivre.
ce qui va advenir de tous ces déguerpis. Oui, mais après, un mois, 2 semaines, 3 semaines, un mois après. Je me demande d'où les gens tirent ce courage, parce qu'après, ceux qui sont là, ils se sont dit, oui, à un moment donné, on va rester parce que la nature a horreur du vide. Mais après, tu sais que tu es illégalement installé, que tu as mis de l'argent dans ce que tu es. Tôt ou tard, quel que soit le temps que tu mets, on viendra casser, mais les gens ont encore le courage de venir s'installer. Très malheureusement, et j'espère que ça ne sera pas le cas dans les coins qu'on a Et pour éviter de pleurer, comme on le voit avec certaines femmes aujourd'hui, il ne faut pas accepter. Aujourd'hui, on a cassé. Demain, même si on te dit viens t'installer gratuitement, ne reviens pas. Parce que ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est quand même de l'argent qui est parti. Même vous n'en savez rien. Vous savez, les gens, quand ils s'installent, ils savent que ça sera cassé, mais ils se disent qu'avant qu'on ne casse, j'aurais déjà oui, il y a ce cas de figure aussi. Parfois, il y a des larmes de crocodile, même si on n'est pas indifférent à toutes ces pauvres dames aussi, qui perdent leur lieu de vente. Oui, mais ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Hein. On le dit souvent que la loi n'est pas de tout le monde. Alpha, mon bonsoir, il est doux, il est tendre. Bon. Il est acceptable. En tout cas, il passe. Il passe. Je ne sais pas s'il est sucré, vous savez, mais il passe. On avait eu peur. On se demandait comment vous gérez, mais ça va. D'accord. Donc, si on est d'accord avec la régie, la petite transition et on passe au focus. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. Encore une fois, bonsoir, bienvenue. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien dans votre émission Grand Angle. Beaucoup d'actualités. On commence par quand même nos différentes structures sanitaires. J'ai envie de demander ici à vous tous les quatre, qui a été le dernier à quitter une structure sanitaire pour envoyer un enfant, pour aller soi-même se faire soigner, consulter pour un petit souci? J'en ai parlé ici la dernière fois. Sincèrement. Bon. Tu vois, vous êtes en bonne santé parce que quand vous passez, ça se passe bien. L'hôpital, on ne souhaite pas, la visite de l'hôpital. Non, mais l'hôpital, c'est bien de passer à l'hôpital de temps en temps, même quand on n'est pas malade. Même quand on n'est pas malade, justement, c'est ça le problème. Pour un bilan, pour une visite et tout. D'accord, je vais commencer par, Je vais commencer par Ange. C'est mieux de commencer par quelqu'un. Non, je vais commencer par Ange. Je voulais juste savoir si vous partez souvent à l'hôpital pour des contrôles. Mais je vois que vous ne partez pas régulièrement. C'est dommage. Et après, vous êtes là. Non, mais c'est pas dommage parce qu'aussi, d'une part, on se porte bien. Même si c'est pas. Même quand tout va bien, allez-y à l'hôpital pour voir est-ce que la pression artérielle est bonne. Même si le contrôle n'est pas régulier, il ne faut pas souhaiter. Est-ce que le sucre, entre-temps, il n'a pas débordé? Non, mais ça, c'est ce contrôle-là. Marie-Angélique, heureux ménage aussi, encore une fois, on ne vous a pas dit heureux ménage, heureux ménage renforcé, parce que c'est une nouvelle version. Voilà. Alors, la qualité de l'accueil, on ne parle pas de soins, mais de l'accueil, cette attention que les médecins, que les aides-soignants, que tout le monde pourrait vous apporter. Aujourd'hui, quand même, il y a des efforts avec beaucoup de formation. Comment est-ce que vous sentez aujourd'hui la qualité de l'accueil dans nos différentes structures sanitaires? D'abord, je vais commencer par une comparaison. Parce que parfois aussi, excusez-moi, l'accueil, ça commence par la propriété, tout ça, parce que... Oui, c'est ce que je veux dire. Alors, je commence par cette comparaison où on voit les CMC, les centres médicaux communaux, voilà. Donc, qui reçoivent même des étoiles, les 5 étoiles, à cause de la propriété, de l'accueil, des soins de qualité, tout ce qui s'ensuit. Et qu'on a nos grands centres, je veux nommer ici, par exemple, Donka et Ignace Dine, qui sont nos grands centres, les CHU, qui n'ont pas de... si tu veux, ces qualités en fait. Parce que ça, on va à partir de la base. La base d'abord, le sourire, l'accueil. Quand un malade arrive, en premier lieu, c'est de prendre soin du malade. Ce n'est pas question d'argent ou bien regarder la poche ou l'identité de la personne avant de prendre en charge cette personne. J'ai été récemment dans un lieu, le centre hospitalo-universitaire, c'est le CHU, c'est ça, de Donka, où on a été très tard la nuit, l'enfant étant malade,
on dit d'abord, un enfant pour moi, c'est un pédiatre qu'on voit directement. Absolument, oui. Mais il faut passer par un long trajet qui n'aboutit nulle part. Et c'est vraiment... c'est très choquant. C'est vrai que beaucoup Et c'est- saluent ce changement. Non, mais c'est particulièrement. compliqué, Mais je la te procédure, jure. elle n'est pas Elle n'est facile. pas hein. bonne. D'abord, la procédure qu'il faut changer. Pour un Je cas l'ai dit la d'urgence, dernière elle n'est fois. pas du tout... La procédure, Ouais. parce que si tu dois en fait avoir un pédiatre et que tu dois passer par 15 personnes avant de voir un pédiatre, je ne sais pas où est l'accueil. Et tout ça, je D'abord, vous dis, tu vois le pédiatre, excusez-moi, on ne tire pas sur eux, mais tu vois le pédiatre, mais le prochain rendez-vous, c'est dans sa clinique. Oui, mais plus en souvent, fait, hein. non, en fait, il y a question d'intérêt. On va venir. Vous n'allez on va jamais parler de continuer ça. là-bas. Vous Mais commencez là-bas, vous ne continuez Mais ce que jamais je là-bas. veux dire, Alpha, sincèrement, donc tu vas, avant d'aboutir au pédiatre, tu es passé par 15 mains qui ne sont pas même pas expertes, en fait. Alors, c'est l'administration, on va c'est les faire- papiers. Moi-même, je te dis, si je fais 6 mois, je peux être capable d'injecter quelqu'un. D'abord, ça, c'est basique. Ah, mais Tout le non, monde- attention, ne Non, banalisez non, pas non, aussi non, quand non, même, Tout le hein. monde doit le faire. Non, dans les pays développés, tu dois être capable de prendre ta tension Oui, personnellement. c'est Tu dois simple, ça, quand être même. capable de t'injecter. Donc, ne dis pas que c'est question Non, de pour les banaliser. diabétiques et autres, Donc, c'est normal, oui, mais après, oui, mais c'est normal. tout le monde ne peut pas être capable maintenant, d'injecter tout le monde revenons, aussi. Alpha, hein. Tu vois, non, mais si. Ok. Alors, tu vois, donc tu passes par 15 mains avant d'arriver au pédiatre, à la personne que tu veux voir à l'instant pour faire le diagnostic. Moi, auparavant, c'est pour ça, franchement, les publics, c'est vraiment pas mon dada. Je vais vers les privés qui sont, je ne veux pas citer, mais en tout cas, il y a la polyclinique chinoise qui a un personnel. Ah, attention jeune. à la publicité. Ouais, non, c'est pas grave, on parle de trucs, mais qui a aussi... Ouais, mais pas que, il y en a d'autres Il y aussi, en a il y en a d'autres. Mais tellement. ce que je veux dire... C'est là qu'on connaît. Oui, D'accord. Là-bas, j'ai fait mes 4 enfants. Ok. 3-4 enfants. Non, mais Donc, c'est bien, alors, vous pouvez bien, on vous laisse cette publicité. Voilà, donc sincèrement, c'est un cadre où il y a plus de jeunes que de vieux. Un cadre où il y a plus de femmes, d'infirmières que d'infirmiers. J'imagine que même comment on appelle ça, le protocole d'accord, enfin, si tu veux, qu'est-ce qui va faire que tu restes dans cette clinique? Il faut vraiment avoir l'accueil. Il faut, comment on appelle ça, la compétence avec le patient et tout ce qui s'ensuit. Les autres viendront. Mais je pense que dans nos centres de santé, c'est ce qui se doit. L'accueil. Tu es arrivé, oh, madame, vous avez quoi? Désolé, asseyez-vous ici. Mais pas dit, ah, il faut que tu payes ça d'abord. On ne sait même pas qu'est-ce que tu as, mais il faut que tu payes ça d'abord. Si tu payes ça, après tu dois attendre ici, alors qu'il y a une liste qui ne finit pas avant de passer par toi. Donc c'est tout un contour. Donc aujourd'hui, l'accueil, le sourire que tu as, il faut d'abord montrer que oui, tu t'inquiètes pour la personne qui est devant toi, malade, souffrant. C'est le premier réconfort d'un malade. Il vient à l'hôpital, le médecin, il va te tâter, il va te demander, et puis il va t'apporter les soins, les premiers soins. Et après, la propriété. La dernière fois, on parlait d'un autre centre là où vraiment c'est la saleté qui salue les patients. C'est pas normal, tu vois. Alors que si on a nommé par exemple des responsables, l'une des choses, c'est vraiment la propriété. Quand on dit, va dans un hôpital où il y a la propriété. Quand tu rentres, c'est vraiment les douches propres, c'est les détergents qu'on a déjà mis, lavés ou tout ce qui s'ensuit. Et après, l'accueil, c'est de te rendre compte que tout le monde n'a pas la même chose dans la poche. Te rendre compte que oui, effectivement, moi, je suis riche, mais l'autre n'a pas. Donc, prendre en compte les personnes vulnérables, les traiter. Et puis, je me dis qu'il y a des financements qui ont été déjà faits par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, qui amène des médicaments. Il y a un truc de générique qu'il faut offrir aux pauvres. Non, ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte en termes d'accueil dans les centres médicaux. Oui, soirée. Est-ce que vous connaissez le slogan des structures sanitaires? Non. C'est une question. Alors, Mais est-ce qu'il y a un slogan? Oui. Ouais, allez, Je vais savoir ni ton nom, ni ta langue, ni ton origine. Dis-moi quel est ton mal. Alors, Ok. ça c'est le slogan. Mais vous savez, ce slogan, il est guinéen ou il est il universel? est guinéen. Normalement, il doit être affiché derrière toutes les structures sanitaires. D'accord. Mais malheureusement, chez nous, c'est un constat qui est amer. D'abord, ça commence au niveau de l'accueil. Et si vous prenez l'accueil aujourd'hui, c'est soit des stagiaires qu'on envoie, ou bien des anciens qui n'ont pas trouvé, parce qu'on trouve ça dans tous les services. Certains ont fait 5 ans, 10 ans, jusqu'à présent, ils n'ont rien prouvé, et qui parlent très mal, et qui sont là. La première des choses, ils sont là pour vendre les carnets et non pour l'accueil. Et l'accueil constitue la phase la plus importante pour un patient.
Et dans nos structures sanitaires, le problème, on ne connaît pas qui est patient. Est-ce que c'est lui qui a accompagné le malade qui est patient ou bien c'est le malade qui est le patient? Parce que de toute façon, en plus de ça, tu trouveras le médecin qui est là, qui se considère comme étant le dieu de la surface, là où est construit, ou bien là où est bâti le centre de santé. Et aujourd'hui, cet accueil ne constitue pas une confiance entre notamment le patient et les médecins. Pourquoi? Parce que il y a un point qui a été coupé à un moment. Quand tu arrives, on te dit que le carnet, c'est 10 000, c'est 15 000. Mais normalement, on doit d'abord recevoir avec un sourire le patient qui est là. Parce que ça rassure d'abord celui qui est malade. On l'envoie avant de demander qui l'accompagne. Tel, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est un problème qui est là. Il y a certains qui sont là, ils sont en train de regarder la télé. On ne considère pas le patient dans nos structures sanitaires. Et si aujourd'hui, il y a quelque chose qui constitue un défi dans nos structures sanitaires, c'est bien l'accueil. Parce que s'il n'y a pas un bon accueil, je pense que tout ce qu'on fera, ça va tomber dans l'eau. Et si l'accueil est là, parce que vous savez, nous partons dans les structures sanitaires parce qu'il y a un espoir. Et il y a certains médecins qui sont très bien. Dès qu'ils voient le patient, ils rassurent d'abord le patient. C'est ce qui fait 50% tu es guéri. Mais une fois que tu viens, tu n'as pas la confiance du médecin qui te soigne, même si toutefois tu as le médicament qu'il faut, déjà moralement tu es battu. Donc je pense à ce niveau, c'est un défi, même si toutefois on va rendre certaines choses gratuites dans nos structures sanitaires. La première des choses normalement qui doit être gratuit, c'est bien sûr le carnet. La deuxième des choses, c'est comment jouer par rapport à la formation des agents qui doivent rester au niveau de l'accueil. Parce qu'aujourd'hui, l'accueil constitue vraiment un principal goulot d'étranglement dans nos structures sanitaires, surtout les structures publiques. Parce que dans les structures privées, c'est soit c'est bon, les gens vont, c'est soit c'est pas bon, on te quitte. Et il faut que ça soit bon. Ouais, il faut que ça soit bon. Où vous partez, est-ce que c'est bon ou pas? Plus ou moins, c'est le juste milieu, mais après le constat, il est alarmant. C'est de plus en plus bon ou de moins en moins bon? Oui, de plus en plus bon. Il y a des efforts par endroits, il faut le reconnaître. Le dernier cas, très malheureusement, que moi j'ai vécu, c'était au niveau de l'hôpital Donka, dans l'enceinte du camp même. J'ai un patient qui a quitté Pita, très souffrant. Il est venu à bord d'une ambulance. D'abord, il a été consulté au niveau de l'hôpital de Pita. On a dit non, le mal que vous avez, vu qu'on connaît le médecin qui vous suit, le mieux pour nous, c'est de vous orienter vers ce médecin sur Conakry. Donc, le monsieur, il a été envoyé à Conakry via une ambulance. Il arrive, il fait 2 jours à l'hôpital sans voir son médecin traitant. Oh, mon Dieu. 2 jours, moi, je viens. Je demande, parce qu'après c'est une connaissance à moi, je demande effectivement, est-ce que depuis qu'il est arrivé, il a échangé avec son médecin? Il dit non, très malheureusement, je n'ai pas échangé avec mon médecin traitant. Il n'est pas venu me voir, c'est ses assistants des infirmiers qui sont là, c'est avec eux que je change. Il finit par me dire, mais en attendant, je dis alhamdoulilah, je dis pourquoi? Il dit parce que depuis que je suis là, le mal pour lequel j'ai été admis ici, le mal s'est calmé. Il dit si le mal là avait persisté, je ne serais pas là parce que celui qui est censé me recevoir jusqu'à présent, je ne le vois pas. J'ai eu la chair de poule. Je dis ok, très malheureusement, c'est ce qui se passe dans plusieurs cas quand c'est des Guinéens. C'est vrai. Pas que quand même. Oui, au fait, quand c'est des malades, c'est ce que je dis. C'est vrai, hein, il y a ces médecins qui n'agissent pas comme ça, mais sauf que la fréquence est tellement faible qu'on a l'impression que c'est tout le monde qui n'agit pas bien. Il y a des bons, comme je le dis, il y a des bons parmi eux, on ne va pas les citer, mais la fréquence est tellement minime qu'on a l'impression que beaucoup ne le font pas bien. Je crois qu'on doit d'abord, la première des choses, qu'on doit interdire l'utilisation des smartphones, en tout cas aux heures de travail, parce que tu peux être là, Alpha, tu es malade, tu as des problèmes, tu as une infirmière qui est en face de toi, qui est en train de tchatcher avec Alimou, qui est loin d'elle, alors qu'en face, c'est l'heure du boulot. Ça ne peut pas passer, ça ne peut pas... En fait, normalement, on ne veut pas dire non, tu n'as pas droit
d'utiliser ton smartphone au moment où un malade est là. Mais vu que les gens n'ont pas cette conscience professionnelle, donc qu'on mette le téléphone à côté, qu'on mette peut-être un standard en cas d'urgence, comment joindre Alpha qui est infirmier, je pense qu'on doit arriver à ce stade. Ça ne peut pas être là. Normalement, la conscience professionnelle devrait guider. Mais vu qu'on n'est pas face à... Parce que moi, il y a deux choses en Guinée. Quand je dois me rendre dans un garage, je flippe. Je me dis, si c'est une moto, j'envoie, je me dis, je suis foutu. Si c'est un véhicule, j'envoie, je me dis, je suis foutu. Si je dois aller à l'hôpital, là, je passe par tous les moyens, au moins pour avoir un contact dans cette structure sanitaire. Parce que quand tu vas dans une... Ça n'arrive pas toutes les fois, mais le plus souvent, quand tu vas dans une structure sanitaire et que tu n'as pas de référence, c'est compliqué, je ne dirais pas que c'est mort, mais tu risques d'être parmi les personnes qu'on ne regarde pas. Donc, que nos infirmiers, que nos médecins qui le font, si c'est des problèmes qu'ils ont, en venant à l'hôpital, qu'ils laissent les problèmes hors de l'hôpital, qu'ils laissent les problèmes à la maison, parce que le premier problème d'un médecin, d'un soignant à l'hôpital, c'est son patient. Ouais. On va finir avec vous. Oui, moi je le dis et je le redis tout le temps, que Dieu donne la chance à tout le monde d'avoir une pédiatre comme la mienne, franchement. Point de vue accueil. Je ne citerai pas l'hôpital pour ne pas faire une publicité gratuite, parce qu'on est quand même sur un plateau. Mais tu l'as dit tout à l'heure, tellement le mal est grand, on a l'impression que tous les médecins se comportent ainsi. Au niveau de l'accueil, tu as l'impression que parmi le personnel, on choisit la personne la plus, je ne dirais pas méchante, mais la plus frustrée, pour le... excusez-moi du terme, mais pour la poster à l'accueil. À l'accueil, Quand tu viens, tu salues la personne. Elle a du mal à te répondre. On le disait, c'est comme si... Non, même pas le téléphone. Des fois, la personne n'a même pas le téléphone. Mais le simple fait peut-être de te... Je ne sais pas si c'est ta personne qui te dérange. Les gens se promènent avec leurs problèmes. Oui, mais tu ne peux pas venir soigner un problème en attendant que tu te promènes avec un autre. C'est pas possible. Donc il va déverser ça. C'est comme si on regardait parmi le personnel. Écoute, voilà, sa fille, elle est hargneuse, elle est méchante et tout. Elle sera bien à l'accueil. Mais non, l'hôpital ne fonctionne pas comme ça. Déjà, quand tu viens dans un hôpital avec un mal, par exemple, un mal de dents, tu es bien accueilli, je te jure. Peut-être que le mal ne va pas partir, mais tu seras apaisé. Tu es assuré, tu te dis, ah, je suis au moins dans de bonnes mains. Ça te rassure. Je te jure que le mal, il ne va pas disparaître, mais il est apaisé. Tu ne la sentiras pas comme avant. C'est ce qui nous manque ici. Et pratiquement dans tous les hôpitaux, tu as l'impression qu'ils se concertent. Ceux qui sont à l'accueil, on a besoin d'une... Si c'est une refondation, je ne sais pas comment le dire, mais on a besoin d'une vraie formation au niveau de ces personnes. Parce que je me dis que ceux qui sont à l'accueil ne sont pas peut-être des médecins. Ce ne sont pas eux qui ont la main dans la pâte, comme on le dit. Mais ceux qui sont à l'accueil ont besoin soit d'être changés ou d'être formés. Ils ont besoin de formation. Franchement, on a besoin de le dire. Il a parlé des téléphones tout à l'heure là. Il y a un souci d'accueil. Même un médecin qui doit te voir, ça arrive. Il s'enferme dans son bureau, il est sur autre chose, mais tu peux passer 2, 3, 4 heures à l'attendre. Le gars, il est au téléphone. L'attente est énorme dans les hôpitaux et ça tue à petit feu les malades. Il faut se dire la vérité. Quand tu viens aujourd'hui dans un centre, je ne citerai pas un centre, parce que pratiquement, c'est de... Comment on se dit? Ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Tu peux venir derrière un médecin, tu sais qu'il est à son bureau. Il fait quoi, tu ne sais pas. On ne peut pas consulter un malade pendant 1 heure quand même. Au moment où les autres attendent. Mais tu viens dans un hôpital, le jour où moi je sais que je dois aller à l'hôpital, je sacrifie la journée. Non, c'est clair, je sacrifie la journée. Parce que tu te dis que ça, c'est pas une question d'heure. C'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures, ce n'est ni 3 heures. Tu vas, au moins, tu as 3 heures à attendre le médecin. Qui est là, des fois, il passe devant toi, tu es patient. C'est pourquoi on nous appelle aussi patient. On est là, on attend, on encaisse. Au fait, tu es plus, la nervosité augmente ton mal. Tu ne peux rien dire. Le gars, il fait son petit patron, il rentre, il vient à son bureau, il s'enferme, tant il passe devant toi avec le téléphone. En attendant, tu es là, tu as ton mal en toi. Tu ne peux pas crier, tu ne peux pas lui crier dessus parce qu'il est à son bureau, il est le patron, il est le roi. Mais ça ne doit pas fonctionner ainsi. Des fois, il y a des médecins même qui rabrouillent les malades. Ça s'est fait devant moi, j'ai été témoin. Ça ne se fait pas ainsi. Une femme enceinte qui est venue,
pour sa consultation. Elle s'est assise. Vous savez combien de fois les femmes enceintes, elles attendent. Et quand elles attendent, vous savez, elles ont tout le temps envie d'aller aux toilettes. Elles ont tout le temps envie de ça, de ça, et trop s'asseoir n'est pas bon. Et trop s'asseoir n'est pas bon. Et la bonne dame, elle est là. Et dès qu'elle commence à parler au médecin, elle est rabrouillée. C'est pas civilisé, disons la vérité, c'est pas civilisé. Il faut que ceux qui sont, le personnel qui est à l'hôpital doivent être les plus gentils, les plus accueillants, Docile, les plus joviaux, dociles. Ils doivent encaisser, ils doivent avoir le dos large. Parce que c'est chez eux, quand on a mal, c'est chez eux on court pour venir. On n'est pas médecin, ce sont eux, c'est leur travail. Et ils ont juré pour ça. Ouais. Ils ont juré pour ça. Moi, je pense que le serment, il doit être au-dessus de tout. Et la conscience professionnelle, je te jure. Quoi que tu fasses, dans n'importe quel métier, si tu manques de conscience professionnelle, tu es foutu. Et tes patients sont foutus. Et même en journaliste. Tu n'as pas de conscience professionnelle, c'est foutu. D'accord. Quelques messages et puis on va aller à la pause. On va commencer d'abord par les messages de WhatsApp. J'espère que j'ai bien prononcé. Ouais. Alors, bonjour. Finalement, ils nous ont écrit sur WhatsApp, c'est bien. Allez. Bonjour, je suis Monsieur Bakayoko Abdoulaye, je suis ivoirien, vivant à Paris, précisément à Bobigny. Je suis vraiment votre émission. Merci à vous, Monsieur Abdoulaye. Bonsoir, Grand Angle. Je vous suis depuis Dijon, en France. Je trouve votre émission très importante à la nation. C'est Monsieur Camara depuis Dijon, en France. Lui, il a écrit en anglais, on va se débrouiller un peu, voilà. Mais attention, My name is Abdoulaye Sidibé, residing in Latrikunda, Sabaji, du Gambia, West Africa. I'm watching live your program. I look very interesting, but I'm not much good in French. I'm a Guinean, origin by Gambia, national of Gawal village, Ndantaba Konde. Bravo, the guests of the table, please. Merci à vous. Le message est passé. Nous allons privilégier beaucoup plus ceux qui nous ont écrit depuis l'étranger. Merci à vous. Bonsoir. Je souhaiterais intervenir. Je suis en Côte d'Ivoire. Je pense qu'après cette émission, vous allez entrer en contact avec notre ami Idrissa Cissé. Nous allons voir comment vous allez intervenir. Bonsoir Grand Angle, comment allez-vous? Je suis votre émission avec intérêt et ça fait longtemps que je ne vois pas mon ami Mamadou Alpha Baldé. Je pensais qu'il a bénéficié un décret le ramenant à la présidence. Il est bien flingué ce soir. C'est de la part... C'est pas que je vous aime pas, mais... merci. C'est de la part de Dr Diané. Merci à vous, Dr Diané également. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Absolument. Bonsoir les meilleurs. Je vous suis depuis Kindia. Nos médecins en Guinée veulent tous être riches et on ignore le serment d'Hippocrate. Ce n'est pas d'Hippocrate, hein, c'est le serment d'Hippocrate. Le ministre de la Santé a beaucoup à faire. Merci à vous. Bonsoir, le Grand Angle. Je vous suis depuis Anko 5. Vous avez parfaitement raison. Bonsoir à Madame Condé. Nous avons ce problème en Guinée. Les accueillants manquent de civilisation. Merci à vous, c'est vous qui l'avez dit. Bonsoir mes chers, c'est moi Bailo depuis Coloma. J'adore vraiment votre émission. Vraiment, vous avez raison. Bonsoir à vous, Grand Angle Ignasdine. Si tu veux, on ne va pas relayer ce message quand même, si c'est votre idée. Mais nous allons continuer. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. Merci à tous ceux qui nous écrivent. Beaucoup de responsabilités dans les messages. Sinon, il y a un certain nombre de messages qu'on ne peut tout simplement pas relayer malheureusement. Donc, si on est d'accord, on va aller à la pause, la seule pause. Et si notre invité est là, on va le recevoir. Mais sinon, il faudrait donner la chance à Limou de nous traduire quand même des messages, parce qu'on a aussi des téléspectateurs. Oui, absolument. On va aller à la pause d'abord, si vous acceptez. Celui qui nous a suivis si vous acceptez, on va aller à la pause. Il suit l'émission un peu partout. Hein. Voilà, on nous suit il un est peu partout. Guinéen d'origine de Ndantaba, c'est dans la préfecture. Et on a compris l'anglais, c'était pas un anglais très compliqué quand même de toute façon. Merci à tous. On va aller à la pause. Si on est près du côté de la régie, on va aller à la pause et on reçoit l'invité derrière.
Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien dans votre émission Grand Angle et c'est la deuxième et dernière partie de l'émission. Notre invité est déjà là. Et il s'agit du président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Monsieur Kourouma, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. On a envie de vous dire félicitations. Voilà. Vous avez participé à cette élection présidentielle. Un petit rappel, comment ça s'est passé? Vous avez reconnu votre défaite. C'est aux Guinéens d'abord d'être félicités par rapport à leur maturité politique. Vous savez, depuis plus de 17 ans, nous sommes dans le processus électoral et c'est l'une des rares fois qu'il y ait une élection dans notre pays. Le lendemain, chaque Guinéen va à ses affaires et puis la démocratie, le développement, la quiétude sociale continuent. Et là, il faut féliciter et remercier le peuple de Guinée par rapport à sa maturité politique, je pense. Ce n'est pas nous, acteurs, mais au peuple d'abord. Oui, mais vous, concrètement, ça vous fait quoi en tant qu'acteur politique de participer à cette élection, comme vous l'avez dit, qui s'est soldée après sans aucun bruit? C'est une question de changement de mentalité. Dans les grands pays comme les États-Unis et ailleurs, moi j'ai vu des candidats en pleine campagne, ils stoppent les campagnes et rejoignent le camp de celui qui est en position de force. Ça c'est fait. Et moi je pense que rester dans le processus, reconnaître sa défaite, féliciter son challenger, ce n'est qu'une grandeur, mais c'est aussi ce que la démocratie, ça c'est le fair play, je pense. Moi je pense que ce n'est pas du miracle et ça peut se faire. Ce qui s'est fait ailleurs, ça peut se faire chez nous. Je pense comme ça. Mais pour cette fois-ci, c'est au peuple de Guinée qu'il faut féliciter, qu'il faut remercier. La calmie que nous avons observée. Vous savez, depuis 2010, nous sommes dans le processus électoral. Il y a eu d'abord une élection présidentielle en 2010, qui s'est soldé avec beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. En 2013, avant d'aller aux élections législatives, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. En 2018, avant d'aller aux élections communales, beaucoup de manifestations, beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. 2015 aussi, il y avait une élection présidentielle, si je ne m'abuse. Beaucoup d'équipes locaux. En 2020, il y a eu élection législative, il y a eu l'élection présidentielle. Ça s'est fait dans les bruits, avec beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. Mais en 2025, il y avait eu des campagnes très civilisées. Et le lendemain des élections, chaque Guinéen a vaqué à ses affaires. Et là, pour moi, la nouvelle génération ou la nouvelle classe politique est en avance, où ils sont équilibrés par rapport à la démocratie. Oui, justement, est-ce que tout cela, vous félicitez le peuple, mais est-ce que tout cela ne dépend pas peut-être des messages que les leaders ont véhiculés, surtout pendant la campagne? Vous savez, dans une société, vous avez trois types de personnes. Ceux qui veulent que ça avance, ça n'avance pas, ce n'est pas mon problème, et ceux qui veulent que ça n'avance pas. Le peuple, c'est comme ça aussi. Même si vous passez des messages, vous avez des gens aussi qui ne veulent pas que ça marche. Je voudrais vous faire des confidences. Vous savez, des fois, les mouvements, les manifestations sont entretenues. Moi, je suis le vice-président du réseau panafricanisme international. J'assiste à beaucoup, si vous voulez, beaucoup de colloques, beaucoup de réunions, et j'ai accès à beaucoup de dossiers confidentiels. Un jour, je viens à l'Union africaine sous l'invitation du président en exercice de l'Union africaine, avec la situation de notre pays. Je vois quelques chefs d'État pour me permettre à faciliter l'intégration de la Guinée, l'accompagnement de la Guinée à travers l'appui de l'Union africaine. Nous étions dans cette période de transition. On m'envoie au bureau démocratie, sécurité et paix. On me sort 170 rapports
sur mon pays. Wow. 170 rapports. Les crimes, les enlèvements, les viols, les ceci, les cela. Je prends l'échantillon, une dizaine de rapports. Qui sont ceux qui sont les signataires de ces rapports? Je ne sais pas si vous venez. Je commence à m'amuser qui a signé ces rapports contre mon pays. Généralement, ce sont des individus qui sont positionnés aux États-Unis, en Amérique, mais qui se font comme démarcheurs des visas, des titres de séjour pour des gens. Ça veut dire que eux, leur réseau ne bouge que quand il y a de la manifestation dans notre pays. Wow. Ils en profitent. Ils en profitent. Ce que je vous dis, c'est une réalité absolue. Si vous voyez, la manifestation est beaucoup plus entretenue à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Et là, quand vous êtes à l'extérieur, vous pensez que le pays va brûler tout de suite. Donc voilà un peu, et connaissant ça, on s'était dit qu'on ne peut pas se livrer à ça. Il faut sensibiliser les gens. Parce que quand il y a les crises, d'autres tirent leur pain dans ça. Donc il faut éviter quand même. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Ok. C'est la vérité. Oui. Essayez de voir ceux qui sont en train d'entretenir des mouvements, des manifestations à l'étranger. Voyez, au titre, je connais des partis politiques, pour avoir leur carte de membre, tu ne payes pas moins de 1 000 $. Hein? En Guinée ou à l'extérieur? Non. Ceux qui sont à l'extérieur, demandez-les. Ceux qui sont à la recherche de l'exil politique, de ceci, de cela, ils veulent avoir la carte politique des partis politiques qui se sentent à l'aise dans l'opposition. Je ne sais pas si vous... Ouais, je ne sais pas, est-ce que... Ces partis-là ont compétit lors de la dernière présidentielle ou pas? Pardon? Ces partis-là ont compétit lors de la dernière présidentielle? Chaque parti politique qui vaut, qui compte, qui participe aux élections... Le parti dont vous parlez là, en fait? C'est ce que je te dis. Okay. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens de l'étranger que je ne connais pas qui veulent souvent avoir ma carte de membre. J'ai dit, mais pourquoi la carte de membre? Il faut commencer à militer d'abord. Ce qui fait qu'il n'est pas facile pour nous de donner comme ça facilement les cartes de membre quand même. Parce que les cartes de membres souvent sont monnayées à travers la recherche des documents, en faisant des rapports inutiles sur le pays, à travers des gens dont je viens de citer. Mais pas forcément, ouais, c'est carrément dans ce cadre. Mon frère, je pense que vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Il a compris, le message est compris. Il fait semblant, il a compris. Alors, il fait semblant. Monsieur Kourouma, vous avez participé à l'élection, c'est allé plus vite, et puis il y a eu les résultats provisoires, vous n'avez pas attendu les résultats définitifs, vous avez reconnu votre défaite, vous avez félicité le candidat qui doit être probablement qualifié comme vainqueur, parce que les résultats définitifs ne sont pas sortis. Et après tout ça, le président est venu dans son discours, il a tendu la main à tous les Guinéens. Et aujourd'hui, quelle est la position du RRD dans ce processus? D'abord, par rapport à l'annonce, si vous voulez, prématurée de notre défaite, le jour même des élections, chaque parti politique en compétition bien structurée a des représentants dans les CACV, dans les bureaux de vote. Aucun parti politique n'attend les résultats de la DGE ou de la CENI. Vos représentants vous remontent des résultats au fur et à mesure. Donc vous avez une salle de monitoring vous faites la compilation vous-même des résultats. Donc nous, les résultats que nous avons obtenus à travers nos représentants dans les CACV, dans les bureaux de vote, on était déjà à 80 parce qu'on a une base de données de nombre de bureaux de vote, de nombre de CACV. Donc on avait déjà les 80% des résultats dont on avait installé un système de calcul automatique. Pour les gens qui connaissent bien le Windev ou l'Excel, ils savent on peut programmer. Dès que le chiffre est là, ça donne automatiquement. Donc on était déjà à 80% de la compilation et nous avons vu l'écart. Et on s'était dit qu'il y a un candidat qui gagne dès le premier tour. Mais nous sommes en démocratie, c'est le fair play. Et il était de notre devoir républicain de reconnaître notre défaite, comme le fait les grands pays. Parce qu'il y a des pays aussi qui sont en avance. J'ai dit en pleine campagne, ils peuvent stopper les campagnes et rejoindre directement la tendance. Donc nous avons tout de suite reconnu notre défaite et félicité notre challenger. On s'était dit que reconnaître sa propre défaite et accepter la victoire de son challenger, c'est un signe de démocratie, de grandeur, ça contribue à la paix. Tandis que le contraire se produit ailleurs.
On reste, on n'a même pas donné le résultat, ils déclarent leur victoire tout de suite. Donc il fallait reconnaître sa défaite. Et Donc, la main tendue. Oui, par rapport à la main tendue, vous savez, d'abord accepter d'aller aux élections, accepter le résultat. Cela sous-entend déjà que vous êtes à la disposition de la République. Que ce soit un leader politique, que ce soit un Guinéen, avec le géopolitique mondial actuel, chacun de nous doit s'impliquer pour la stabilité et le progrès du pays. Donc, quelle qu'en soit la main tendue du président de la République, il faut que, ce n'est pas seulement aux leaders, il faut que le peuple de Guinée accepte d'accompagner la Guinée. Nous n'avons qu'une seule chose en commun, c'est notre pays quand même. Et si vous, les journalistes, vous jouez votre rôle, les politiques jouent leur partition, la population, parce que s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, personne n'a accompagné le président, la main tendue. Donc chacun de nous doit œuvrer pour la main tendue du président de la République. Il faut faciliter, comment dirais-je, le développement de notre pays en œuvrant pour la stabilité, pour la quiétude sociale. Parce que sans paix, pas de développement. Sans stabilité, pas de développement. Donc, la main tendue du président est entendue. Il ne faut pas que ça se limite seulement aux acteurs qui ont participé aux élections aussi. Il faut que ça va dans tous les sens. Il faut tendre la main à tous les niveaux, que ce soit ceux qui étaient là hier, ceux qui ont œuvré dans l'opposition, ceux qui étaient aux commandes, qui ont été remplacés. Chacun de nous doit accepter d'aider le pays, de voir le pays en face. L'intérêt national doit primer sur l'intérêt individuel. Pour moi, chacun de nous doit œuvrer pour le développement, la stabilité de notre pays. Donc, au niveau de notre parti, c'est ce que nous avons dit lors de notre déclaration. Nous reconnaissons notre défaite, nous félicitons notre challenger et on demande à nos militants et sympathisants de se remettre à la disposition du pays. Je crois que ça veut tout dire quand même. Oui. Vous saisissez la main. J'imagine que la première main tendue, c'est lorsque vous avez reconnu votre défaite. Voilà. Et après ça, est-ce que vous avez eu à contacter vos pairs, c'est-à-dire vos autres... voilà. Les autres candidats. Oui, candidats. Je ne fais pas de... C'est pas de secret. Lors de l'investiture du président de la République, j'étais avec Yoro et Nabé. On était assis ensemble. Hein. Vous étiez au stade? Oui, j'étais là, bien entendu. Sur invitation officielle quand même. Voilà. Vous ne pensez pas qu'il est venu? Il était à la loge officielle. J'ai dit à mon grand frère Yoro, j'ai dit Ntoma, j'ai dit, il n'y a pas plus que la Guinée, Ntoma. Nabé, voyons l'intérêt de notre pays. Je pense qu'on peut mieux faire avec tout ce que nous avons comme ressources. La Guinée est un pays où les ressources se sont données rendez-vous, mais nous sommes les plus misérables, les plus pauvres. Nous avons fait le tour de la Guinée. On a vu que les ressources ne sont pas distribuées. La distribution de ressources, c'est quoi? Ce n'est pas de l'argent qu'on donne, c'est l'eau, la route, les centres de santé. Par endroits, ça n'existe pas. Mais nous avons vu. Pourquoi ne pas aider le pays à lutter contre la corruption et à s'engager pour la distribution de nos ressources? On s'était parlé comme ça. Et ce message, il est passé entre vous? Entre nous, on s'était dit, pour l'amour de Dieu, voyons la Guinée. Et je l'ai dit, vous pouvez demander Yoro, vous pouvez demander à Nabé. On était à trois et c'est moi qui ai évoqué la situation. Et nous avons essayé de briefer la situation. On dit, il faut que la Guinée décolle enfin. Vraiment avance. Et pour enchaîner, est-ce que après 7 ans, puisqu'on vous tend la main, est-ce que pendant les 7 ans, vous allez rester bras croisés? Et quelle initiative comptez-vous prendre personnellement? Vous savez, chacun peut apporter quelque chose. Je ne pense pas que le président va quand même lier la parole, c'est-à-dire l'acte à la parole. C'est-à-dire? Tu peux être leader politique et servir ton pays dans le gouvernement, à l'Assemblée, quel qu'en soit ce qu'on peut te donner comme responsabilité. Chacun de nous sommes des leaders d'opinion, nous sommes des leaders politiques. Notre objectif, c'est le bien-être de la population. Tu dis tu veux être président de la République. Par endroit, on peut te confier des responsabilités, voir ce que tu peux faire quand même. Moi, je pense. Pour celui qui veut être président de la République, on peut te confier des responsabilités.
Et tu peux, parce que ça se fait ailleurs. Hein. On est leader d'un parti politique, on est ministre dans le gouvernement, on est député ou on est directeur. C'est là. C'est de servir son pays. C'est de servir son pays. Moi, je pense que notre mission, notre rôle, c'est le bien-être de la population. Et partout, on peut être utile pour servir notre pays. Moi, je crois que ça sera la bienvenue quand même. Oui, dans vos réponses, il y a un pan de mes préoccupations qui a été apaisé, qui a été répondu. Mais autre chose, après avoir accepté cette main tendue, après la reconnaissance de votre défaite et tout face à votre challenger, alors selon vous, quelle doit être la priorité du président Mamadou Doumbouya dans les heures ou les mois qui arrivent? Vous savez, pour la petite histoire, j'ai été le coordinateur de la cellule d'action à la primature sous Jean-Marie Doré. C'est un bureau qui relève directement du Premier ministre. Je recevais le rapport, les projets, même le renseignement à mon bureau. J'avais pour mission, même si tu envoies 1000 pages, essayer de faire le résumé en 2-3 pages pour la gouverne du Premier ministre. Essayer de voir ce que ça veut dire. Faire la synthèse. Faire la synthèse. Au-delà de ça, j'ai travaillé dans les cabinets qui ont travaillé pour les grands projets du pays. Je vais parler de la Fondation Soros et d'autres grands projets que nous avons essayé de faire. Lorsque vous avez travaillé pour le pays, lorsque vous avez été de l'État à un moment donné de la vie, tu peux être ministre, tu n'es pas de l'État. L'État, c'est un cercle restreint qui décide qui va être ministre, qui va être directeur, qui on va enlever. Ce cercle restreint, je l'ai appartenu à un moment donné. Vous comprenez? Le premier là où se trouve aujourd'hui la Guinée, nous tendons vers 3 chiffres de croissance. Vers 2030, on va avoir 3 chiffres de croissance. On va compétir avec le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ça, c'est les prévisions. C'est-à-dire notre économie est tellement bonne qu'il faut avoir un très bon Premier ministre et un bon ministre des Finances, une équipe de choc qui a vraiment un peu de relation. Donc vous êtes pour un gouvernement technocrate, un Premier ministre qui va être plus technocrate que politique. Je vais vous dire deux choses. Mais on peut lier les deux aussi, hein. Il y a des bons ministres. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le pouvoir de Sékou Touré nous a donné l'indépendance et la souveraineté. Lansana Conté nous a servi la démocratie. Le gouvernement d'Alpha Condé nous a donné une base de développement. Mais le gouvernement là doit nous donner l'émergence. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous avons la démocratie, nous avons une base de développement. Nous attendons à l'émergence. Et l'émergence ne se fait pas avec des profanes. C'est pas possible. Ça se fait, avec des initiés. Au fait, un présentateur, celui qui tient les débats, ne peut pas jouer le même rôle que celui qui fait les caméras et autres, comme nous sommes au studio. Hein? Donc il faut des gens qui ont des connexions, il faut des gens qui ont le savoir-faire. L'État est différent de l'entreprise privée. Est-ce que Abdoulaye Kourouma sait faire? Parce qu'on a l'impression que vous dressez un petit peu peut-être votre portrait robot. Non, je ne sais pas. Un peu de revenir sur tout ce que vous avez été. Non. Je suis en train. Au fait, il y a beaucoup de gens. Nous avons servi l'État en toute humilité. En toute humilité. J'ai été député et membre du bureau exécutif. Ça veut dire que ma signature accompagnait la signature du président de l'Assemblée et tous les projets de l'État. Mais on le fait avec toute humilité. Il y a des gens qui servent l'État sans trop de bruit, sans porter de gros boubous, sans se faire accompagner de beaucoup de garde-corps. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, on peut être ministre, on n'est pas de l'État. Je vous ai dit quelque part que j'ai été de l'État. Ça, c'est autre chose. Moi, je voudrais maintenant, bien qu'on continue sur ta question. Je pense que ça peut aider à choisir tel ou tel pour le groupe. Parce que maintenant, franchement, ça y va dans je suis en train de vous dire, tu peux être un bon technicien au niveau du privé et être un mauvais administrateur au niveau de l'État. Ça va vous faire un peu rire. L'État, c'est comme la famille. La famille. Le privé, je prends l'exemple, rappelez-moi votre nom. Alpha. Alpha a une famille. Il a ses enfants, il a madame. Madame t'appelle à la maison. Alpha, on n'a pas de riz à la maison.
Alpha, si tu veux faire le tour du monde, quand tu reviens, tu trouveras le problème de riz à la maison. C'est clair. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, excusez-moi, hein, je fais juste un exemple. Si Alpha a une maîtresse dehors, il dit, Alpha, j'ai pas de riz aujourd'hui. Alpha, tu peux dire au téléphone, bon, je vais voir. Si elle t'emmerde trop, tu coupes le téléphone. Tu préfères faire une semaine sans la regarder, continuer ta vie. Mais si c'est à la maison, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Bon, ceux qui ont des maîtresses ici peuvent répondre. Non, je suis en train de donner des exemples terre à terre. On a que des imams, ne vous inquiétez pas. L'État, lorsqu'il y a un problème qui se pose, c'est à régler. S'il n'y a pas de l'eau à Coloma, il faut donner de l'eau. S'il n'y a pas de l'électricité, il faut donner de l'électricité. On ne fuit pas les problèmes de l'État. L'État, c'est l'exécution des programmes planifiés, l'exécution des imprévus et des urgences. C'est ça l'État. C'est-à-dire, vous pouvez planifier un programme. Vous êtes en train d'exécuter, l'urgence va venir. L'imprévu va venir. Parce que les transports peuvent péter. Un pont peut lâcher. Il peut y avoir des inondations. Des éboulements. L'État est obligé de gérer. Vous savez, quand les transports pètent au niveau des entreprises, s'il n'y a pas de moyens pour arranger, on peut dire on suspend le projet. On ne suspend rien au niveau de l'État. Il faut des initiés pour gérer l'État. Il faut des initiés. On ne suspend rien au niveau de l'État. S'il n'y a pas de courant à Matama aujourd'hui, demain tu ne donnes pas, après-demain tu ne donnes pas, 4e jour, ce que tu vas réparer est plus que ce que tu as refusé de réparer hier. Mais si c'est les privés, on peut même envoyer des gens en congé technique. On peut suspendre le projet. On peut arrêter. C'est pourquoi j'ai dit tu peux être un bon manager dans les entreprises privées, être un mauvais administrateur. C'est pourquoi l'administration est une école. C'est pas parce que j'ai été un bon directeur dans telle société ou dans telle entreprise que tu peux être un bon administrateur. Donc, c'est pour vous dire que l'État a besoin de personnes de caractère, de valeur. Surtout que le président a proposé une gestion avec de rigueur. Oui, M. Kourouma, si vous permettez, le temps fait tellement vite. Il a clairement dit que l'air est au travail. Au travail, à la rigueur. Au 627 53 09 99, ceux qui nous écrivent, il y a quelques questions. Il y a 2 questions que nous allons prendre rapidement. Cheikh Silla, lui, il demande, s'il vous plaît, demandez à votre invité s'il est prêt à rentrer dans le prochain gouvernement, au cas où on le ferait appel. Bonsoir à la RTG. J'aime bien votre émission également. Il faut que votre invité nous dise quelle orientation donner à ce nouveau gouvernement. C'est ce que j'étais en train d'expliquer quand même. Un gouvernement technocrate, responsable, avec une équipe avec beaucoup de rigueur. Parce que si nous enlevons la corruption dans nos gestions, on peut vraiment aider le pays. Là, c'est là où j'adhère au gouvernement, à partir du moment où le président même parle de la rigueur dans la gestion. Vous savez, il est difficile de l'analyser. Permettez-moi, vous pouvez vérifier aussi ce que je vous dis. Moi, ça m'a pris 10 ans pour construire ma maison. Je vous dis, ça m'a pris 10 ans pour construire ma maison. Et je connais, où vous avez connu des gens dans ces temps, dans un record de temps, 2 ans de nomination, ils sont propriétaires des châteaux. C'est vrai, hein? C'est une réalité absolue. C'est une réalité absolue. Vous pensez qu'il est facile de mettre des châteaux ou des immeubles plus 3? Vous savez, quand j'étais député, j'étais payé à combien? J'étais payé à 30 millions de francs guinéens. J'avais 45 millions comme avantage chaque trimestre. Mais ça m'a pris 10 ans pour construire une maison. Comme pour dire que c'est pas facile. Comme pour vous dire que c'est pas facile. À plus forte raison, sortir un château en 2 mois ou vous comprenez. Au fait, ça, c'est les effets de la corruption. C'est parce qu'il n'y a pas eu de rigueur dans la gestion. Maintenant, s'il y a de la rigueur dans la gestion, la corruption va diminuer quand même. Et si la corruption diminue, on aura beaucoup de ressources à partager. C'est-à-dire, il va y avoir des villages qui vont avoir de l'eau, il va y avoir des villages qui vont avoir des routes. Parce que c'est le seul pays où le fonctionnaire a 1 million, 2 millions de dollars sur son compte. En Guinée, Irassi a c'est 2 millions 900, 2 millions 800. Irassi a.
C'est vérifié cette information? Ce que je vous dis, c'est vrai. C'est vrai. Non, je parle de dollars. Non, j'ai dit 2 millions. Oui, il y a des fonctionnaires qui ont des millions de dollars. Oui. Ma soeur, tu ne peux pas acquérir un terrain à Conakry, de la commune de Matoto jusqu'à Kaloma, à moins d'1 milliard de francs guinéens. Toute personne qui achète un terrain à 1 milliard de francs guinéens, ça, c'est que la parcelle. C'est-à-dire, sache que ça, c'est la parcelle. Oui. Donc, sache que la personne tourne autour des millions de dollars à l'ère actuelle. Donc, si tu dis ça, c'est vérifié. Au fait, quand moi, je suis un économiste à la base, si vous êtes en train de faire des audits ou des enquêtes sur des choses, tu essaies de voir le revenu de la personne par rapport à son investissement. Dès que tu sais quel est ton salaire, quels sont tes avantages, et quelles sont tes réalisations. Et vous faites le parallèle, et quelles sont tes réalisations, tu as combien d'enfants, leurs écoles, et tout de suite tu te rends compte, comment tu... Voilà. Comment ça se passe? Et l'autre question, l'autre question, est-ce que vous êtes prêt à appartenir au gouvernement? Nous avons déjà dit que chaque Guinéen doit contribuer quand même. Il a déjà accepté la main tendue. La main tendue déjà, nous avons déjà dit... Jusqu'à ministre, jusqu'à vous êtes prêts à servir notre pays? Non, nous sommes prêts à servir le pays en toute objectivité. Et chacun de nous doit être là aussi pour accompagner le développement du pays. Parce que chacun doit vraiment s'impliquer. C'est ce que je vous ai dit. Il faut être dans le lot de ceux qui veulent que ça marche. D'accord. Si vous permettez, Alpha, on va prendre ces deux. Bonsoir, Grand Angle. Je m'appelle Alseni Bangoura. Je vous suis depuis Kindia. Je vous remercie très sincèrement de votre présence aujourd'hui. De votre émission m'a profondément touché. Merci à la RTG. Merci. Bonsoir à mes journalistes infatigables sur l'émission Grand Angle. Vraiment, je souhaite bonne chance au président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya. La solution, c'est également ce dernier. Je m'appelle Lama Kamara. Je souhaite saluer M. Kourouma. Nous sommes dans le même quartier. Il est super gentil. Certainement, c'est un témoignage. Ici à Anta, je souhaite un jour qu'il soit président de la République. De façon légitime. Voilà. Si vous êtes d'accord, on va passer à la dernière rubrique. C'est ça se dit. Et si on est d'accord, si on est prêt du côté de la régie, la transition, on revient derrière. Ça se dit. L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relaient vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. C'est le tout dernier virage, M. Kourouma. Ça se dit, c'est la dernière rubrique, la partie préférée de nos chroniqueurs, puisqu'ils vont vous relayer ici des questions que des auditeurs, que des téléspectateurs, que des simples citoyens pensent de vous, de votre campagne, de votre élection, peut-être de votre rang et de vos attitudes dans la vie quotidienne. On va commencer, ça se dit, avec... avec Safiatou Kondé. Oui. Je lève la main comme si j'étais dans une classe. Alors, M. Kourouma, vous l'avez compris, ce sont juste des questions que nous relevons qui viennent des citoyens et tout. Ça se dit que M. Kourouma a accepté cette fois-ci de participer à cette élection présidentielle juste pour décrocher un poste. En 2020, déjà, j'étais candidat aux élections présidentielles. 2020, déjà, j'étais député à l'Assemblée nationale. Le parti RRD a participé à toutes les élections, élections communales, élections législatives, élections présidentielles. Ce n'est pas notre première participation. Pour le dire que nous avons créé le parti pour conquérir le pouvoir. Bien entendu, et en se mettant à la disposition du pays pour servir la nation. Donc, 2020 déjà, j'ai été candidat aux élections présidentielles. 2020, j'étais déjà député à l'Assemblée nationale. J'avais 162 conseillers élus et maires à travers le pays. Ce qui sous-entend que le parti a toujours participé aux élections. Voilà. Et entièrement dans les normes, parce que pour participer à cette dernière élection, il allait avoir tous les documents à jour. Ça se dit qu'il y a des consultations en coulisses qui sont en cours et qu'on mise plus ou moins sur vous à cause de vos compétences.
Est-ce qu'on vous a approché pour appartenir à la prochaine gestion du pays? Je pense que c'est trop prématuré à ce niveau. Le gouvernement est en train de travailler. Bon, nous avons tous appris sur des réseaux sociaux que le gouvernement doit rendre compte, doit faire ceci, cela. Je pense que c'est trop prématuré. Mais on sait dans le pays là qui est qui. Même vous les journalistes, on sait qui est qui. Nous, on n'est pas à présenter. Il suffit d'aller sur le Google et écrire honorable Ablaye Kourouma. Tu sauras tout sur nous quand même. Et à travers les campagnes, on sait déjà qui est qui parce que chacun de nous a tenté à présenter sa biographie. Hein? Ça suffit pour connaître qui est qui dans le pays. Mais pour le moment, je peux vous rassurer, le gouvernement a d'autres préoccupations. Il est en train de travailler sur ça. C'est que sûr, il y a une nouvelle dynamique et voilà, beaucoup vont ça se dit que M. Kourouma est pressé pour la formation de ce nouveau gouvernement parce qu'il veut travailler en profondeur pour ramener les autres politiciens qui sont pour le moment à la touche. Ce que je peux vous rassurer, le décret est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On ne peut pas être... on dit la mouche, qu'est-ce qu'on dit ça là? Celui qui va à la ciel, la mouche ne peut pas être plus pressé que celui qui va à la ciel. Donc, on ne peut pas presser un chef d'État à prendre son décret à partir du moment où c'est le pouvoir missile qu'il a, ce qui fait effrayer le président, c'est son décret, c'est son pouvoir discrétionnel. Moi, pour moi, je ne fais pas de commentaires, tout ce qui est lié à un pouvoir discrétionnel. D'accord. Donc, travail pour le retour des autres politiciens. On est mieux d'être ensemble pour le développement de notre pays. Pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, je crois qu'on n'est plus à l'heure d'exclusion. Il faut pacifier. J'ai commencé par ça, que ce soit celui qui était là hier à gérer, celui qui est dans l'opposition. D'abord que chacun de nous accepte la main tendue et que ceux qui ont proposer la main tendue aussi soit large pour vraiment contenir si on veut que la Guinée avance. Je vous ai dit qu'il y a eu un groupe de politiciens qui nous ont donné l'indépendance, il y a un groupe de politiciens qui nous ont donné la démocratie, il y a un groupe de politiciens qui ont mis une base de développement. Mais notre groupe doit vraiment faire émerger la Guinée. Moi, je pense qu'on est dans ce cadre-là. Et cela ne se fait qu'avec tout le monde. Et vous savez... il faut le dire, si on veut lutter contre la corruption, vous savez, nous, notre génération est beaucoup plus corrompue que nos aînés. Parce que tout de suite, chacun veut être positionné pour avoir une belle voiture, pour avoir une maison. Avant, nos papas, nos grands frères, il y avait un peu de dignité. C'est pourquoi il faut vraiment avoir quelque chose de très sélectif quand même. Il faut le faire avec vraiment... Parce qu'on veut que le pays avance quand même. Voilà. Oui, c'est le rôle même, ça fait partie du rôle du Sénat. Tout à fait. Ça se dit que vous, les candidats, vous avez du mal à cerner personnellement Dr Fayam El Mouno? Là, je n'aime pas les débats de personnes. S'il peut être utile pour le pays, pour moi, cela dépend de la discrétion du chef de l'État. Mais les débats de personnes, je pense que ce n'est pas un débat. On se dirige vers la fin, peut-être un dernier mot. Tout ce que je peux dire, c'est de s'identifier guinéen d'abord, d'accepter d'être guinéen tout court, et qu'il n'y a pas de plus que la Guinée. Et ensemble pour la Guinée, tous pour la Guinée et la Guinée pour tous. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Voilà, ce sont sur cet alignement de très beaux mots que nous allons fermer portes et fenêtres de ce numéro de Grand Angle. Vous nous avez suivis sur Facebook Grand Angle. Et la rediffusion à 23h, je ne sais pas si ça tient encore, mais en tout cas, en temps normal, on pourrait regarder cette rediffusion à 23h. Mais voilà, nous existons sur les réseaux sociaux et vous verrez toutes les parties, toute l'émission sur la page Grand Angle officielle avec la complicité de Idrissa Cissé. Bonsoir à tous, à demain. Au revoir. Merci.